heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles au poste. Aujourd'hui, spécial débat va mettre l'accent sur l'Assemblée nationale. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Est-ce que nos députés aujourd'hui remplissent vraiment leur rôle? Parce que la population se pose la question par rapport au travail abattu par cette législature. Beaucoup disent que cette législature est vraiment parmi les moins, entre guillemets, trouver le mot vous-même. Et pour parler de notre Assemblée nationale aujourd'hui, j'ai vraiment le réel plaisir de recevoir Félix Kabange, qui est avec nous, qui est député national. Et il va, je crois, et je le pense, défendre un peu leur travail et défendre un peu sa position, défendre sa plateforme politique, défendre leurs idées. Et pendant 45 minutes, nous allons être en liaison avec vous. Très heureuse d'être avec nous, Félix Kabange. Merci madame, et c'est un plaisir partagé. Merci. Nous allons entrer tout go dans le vif du sujet. Félix Kabange, aujourd'hui, ou cette semaine, vous allez proroger une fois de plus l'état de siège. Alors, il y a des députés quand même qui se sont levés. Il y a des députés qui ont dit non, on doit vraiment faire on doit faire stop, évaluer vraiment sérieusement cet état de siège. Il y en a même qui demandent que certains députés descendent là-bas pour vérifier sur le terrain ce qui se passe réellement dans l'Est de la République, là où on a décrété l'état de siège. Est-ce que ça va passer encore comme une lettre à la poste, cette énième prorogation? Je pense que tant que l'Union sacrée a sa majorité fabriquée, il faut s'attendre à une prorogation jusqu'à la fin du mandat peut-être. Je pense que nous l'avions dit dès le départ. Le FCC, qui fait une opposition républicaine, avait dit, lorsque le président de la République et l'Union sacrée ont décidé de passer à l'état de siège comme seule solution, parce que nous tous, ce que nous voulons, c'est la paix à l'Est. Mais nous savions que l'état de siège n'était pas l'unique moyen pour pouvoir résoudre le problème de l'insécurité à l'Est. Vous vous rappellerez que nous avons eu la guerre du M23 qui s'est terminée en 2014, je crois, au mois de novembre, avec la reprise des montagnes de Tchanzo et Runyoni. Il n'y a jamais eu d'état de siège. Mais ici, on a pris la décision de lancer un état de siège alors qu'on n'avait pas mûri la décision dès le départ et on n'a pas mis suffisamment de moyens pour l'état de siège. Tenez. L'année passée, cet état de siège n'était pas budgétisé. Mais là, nous sommes sur le budget 2022 où la défense n'a que 3,9%. Alors, nous sommes un peu abasourdis, nous sommes un peu dépassés. Parce que si c'est ça la solution pour résoudre le problème de l'Est, nous pensions effectivement qu'on allait avoir un budget de la défense consolidé pour le budget 2022 afin de voir les ambitions du gouvernement. Ce que nous faisons comme constat, c'est que après près de 6 mois, du début de l'état de siège, les tueries et les massacres continuent sous le regard observateur des administrateurs militaires que nous avons à l'Est de la République. Et de la MONUSCO aussi. Et un regard très, comment est-ce que je peux dire, silencieux. Un regard silencieux et que moi je qualifierais de partisan de la MONUSCO par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Nous pensons pour notre part qu'il est temps qu'on puisse arrêter cet état de siège et qu'on puisse plutôt aller sur une autre stratégie, c'est-à-dire renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo, donner des moyens au FARDC. Avec ou sans état de siège, les FARDC sont capables de faire la différence. Je vous lis le tweet de Stani Boujakera Chamala. Dans l'actuel budget, les services généraux de l'administration vont prendre 38,21% des dépenses. Les ministères des Finances et du Budget qui préparent le budget, eux-mêmes se donnent 11%. Et qu'est-ce qu'on donne à la défense? 3,9%. Alors, on ne comprend pas. Est-ce que vous allez voter vraiment ce budget en 2021? Il faut d'abord dire que le vote du budget risque d'être impératif parce que si le budget tombe, ça veut dire que le gouvernement tombe également. Or, nous l'avons vécu avec la taxe RAM, où tous les députés sont intervenus, Union sacrée et opposition. Nous sommes intervenus pour condamner la taxe RAM, mais nous étions surpris le jour où le ministre vient répondre
Il y a eu une réunion de l'Union Sacrée, on a donné un peu de transport à nos collègues de l'Union Sacrée et quand ils sont rentrés, ils ont soutenu cette taxe RAM qui jusqu'aujourd'hui continue. Hein, moi on continue à me couper on a fait un semblant on a fait un semblant pour les 2G et autres, mais la taxe RAM continue. Elle n'est pas dans le budget 2023, mais on va continuer à percevoir et jusque quand, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Personne ne veut qu'on aille sur les enquêtes approfondies pour savoir qui a pris cet argent. Qu'est-ce qu'on en a fait? Tout simplement parce qu'au niveau de l'Union Sacrée, il se décide de tourner le dos à la population et de décider pour les intérêts de quelques individus. Les allocations budgétaires de la présidence de la République connaissent un accroissement de 37,2% pour 2022 par rapport au budget 2021 et passent à l'équivalent en dollars américains de 159 800 000 $ à 254 700 000 $, soit un accroissement de 94 900 000 $, dit Das Pembe. Vous avez suivi Jean-Marc Kabound, le vice-président de l'Assemblée nationale, qui se levait et a dit « vous devez accepter qu'on divise vos émoluments pour permettre à ce qu'il y ait, qu'on place cet argent ailleurs. » D'ailleurs, c'est le souhait de la population. Mais on se pose la question, pourquoi certains députés se lèvent et disent non, comme Juvenal Mounobo qui s'est levé, il a dit « on ne peut pas le faire ». On ne peut pas couper nos allocations. Madame Paulette. Nos émoluments, pardon. Madame Paulette, je pense qu'il faut aller sur une considération générale de la diminution du train de vie des institutions. Je pense qu'il faut aller sur cette... Mais c'est ça, c'est ce qu'il a demandé. Vous êtes parmi les institutions. Quand nous parlons de la réduction du train de vie des institutions, tout à l'heure, vous avez parlé des services généraux qui bouffent 38%. Parce qu'en fait, la diminution des émoluments du député lui-même ne résoudra en rien le problème. Mais il faut aller sur, justement, les frais généraux. Ça, c'est une chose. Il faut aller sur la présidence de la République. Parce qu'en fait, au niveau de la présidence de la République, chaque année, on double, on triple les effectifs. Il y a carrément un gouvernement parallèle et des services publics qui continuent à être créés au niveau de la présidence de la République. Comme vous le savez, le président de la République n'est pas contrôlé par l'Assemblée nationale. Ces instituts, ce sont des établissements publics. Il fallait les mettre sous la tutelle du gouvernement afin qu'elles soient contrôlées. Lorsque vous suivez Jean-Marc Kabound, j'aimerais vraiment que nous soyons très corrects dans ce que nous faisons. Quel est le message que vous allez faire passer? Que vous ne voulez pas qu'on touche à votre argent? C'est ça que le peuple perçoit comme je pense que ça c'est une fausse perception. Je voudrais d'abord préciser sur ce que Jean-Marc Kabound dit. Lorsque vous suivez son allocution, c'est une allocution qui est plus populiste que réaliste. Je préfère le dire. Premièrement, il est le chef de la majorité, donc de l'Union Sacrée. Parce que l'Union Sacrée est plus parlementaire qu'extra-parlementaire. L'Union Sacrée est née du putsch institutionnel, du coup d'État institutionnel qui a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Et Jean-Marc Kabound en est le président. Le budget sous examen est un budget de l'Union Sacrée qui a été adopté au Conseil des ministres devant le président de la République. Alors, nous avons l'impression qu'apparemment le président de la République lui-même ne maîtrise pas totalement sa vision. C'est plutôt Jean-Marc Kabound qui en maîtrise la vision. Il intervient le premier, après que le Premier ministre ait parlé du budget de l'Union Sacrée. Et c'est lui qui attaque le même budget. Et nous comprenons très vite. Il y a eu la réponse du peuple le samedi 13 novembre, lors de la marche des forces sociales et politiques. Et ils ont compris qu'ils n'ont pas tenu compte de ces aspects sociaux dans le budget. Et il prend la parole pour parler. Et je vais vous dire... C'est de la récupération politique qu'il veut faire. Simple récupération politique. Il dit qu'on doit réduire les émoluments. Mais quand vous le suivez après, dans la même allocution, il dit que le député national joue le rôle carrément d'assistant social. C'est pourquoi il est pour qu'on donne des émoluments conséquents. Alors, vous comprenez cette contradiction? En fait, peut-être qu'il n'a pas lu lui-même ce qu'il était en train d'écrire. Je suis d'accord. On doit réduire le train de vie des institutions. Des institutions, y compris l'Assemblée nationale. Quand on dit réduire le train de vie de l'Assemblée nationale, je ne pense pas que ce soit uniquement les émoluments. Il y a d'autres frais qui peuvent être touchés, il y a d'autres frais de fonctionnement et autres qui peuvent être touchés, mais
Vous fouillez ça. Les invisibles les invisibles, ça fait partie du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Disparaître ou être réduit, c'est un débat qui peut être fait. Mais moi, mon problème, c'est qu'au même moment qu'on va résoudre ce problème de réduire sensiblement les émoluments, parce que vous insistez sur les émoluments du député, il faut que le gouvernement puisse trouver justement des solutions pour le social de la population. Ce que vous ne savez pas, Madame Paulette, c'est que c'est le député qui enterre. C'est le député qui est en train de supporter les soins de santé. C'est le député, quand il y a des problèmes, c'est le député qui le fait. Dites-moi, il le fait avec quels moyens, parce que le gouvernement ne le fait plus. C'est comme Kalonji, l'honorable Kalonji, qui fait des travaux incroyables vers Terre Jaune là-bas. Il le fait et il y a plusieurs députés qui le font. Nous tous, dans nos circonscriptions électorales, vous êtes élu de quelle moi je suis élu de Malem-Bankoulou. Je suis élu de Malem-Bankoulou. Je viens de construire des auditoires pour notre université de Malem-Bankoulou. Les ponts, nous en construisons. Donc, mais nous le faisons avec quel argent? Avec votre argent? Avec notre argent personnel, des activités parallèles. Donc, si il y a, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays, dans d'autres nations de démocratie, les députés ont des allocations pour leur circonscription et on doit suivre justement ce qu'ils font avec cet argent. Mais nous disons, le gouvernement peut le faire et les députés suivent. Le député qui a promis qu'il fera le lobbying auprès du gouvernement pour construire le pont, pour construire l'école. Lorsque le gouvernement ne le fait pas, le député est obligé d'aller le faire. Mais il le fait avec quoi? Avec son propre argent. Donc on pouvait même diminuer le train de vie des autres institutions et essayer de donner un peu plus aux députés pour qu'ils remplissent le travail social qu'ils font et même le travail de reconstruction qu'ils font dans leur circonscription. Donc personnellement, en ce qui concerne le salaire, je n'ai pas d'objection à faire, on peut le réduire, mais qu'on trouve des mécanismes pour que le député, qui remplace en fait l'exécutif dans sa circonscription, qu'on trouve des moyens pour lui trouver des solutions. Au niveau de la présidence, il existe 4 bureaux chargés du secteur de l'environnement, le bureau du DIRCABA en charge de l'environnement, bureau du conseiller spécial en charge de l'environnement, bureau du collège de conseillers en charge de l'environnement, le bureau de l'agence congolaise en charge de transition écologique. C'est ça ce que vous avez dit. Comme on ne contrôle pas la présidence. Il y a un gouvernement parallèle. Vous avez vu des conseillers du président aller signer des accords à l'extérieur. Vous avez vu, on laisse le ministre des Affaires étrangères, mais il y a un conseiller qui va représenter la République à l'extérieur. Le cabinet du président de la République conseille le président. Félix Kabangi-Numbi, quel est le job description des conseillers du président de la République? Quel rôle doit-il jouer au sein de la République aujourd'hui? Le cabinet du président de la République n'est pas différent de tous les autres cabinets au niveau des institutions. Il conseille le président de la République, point barre. Donc, ils n'ont pas une mission particulière, à part celle de conseiller le président de la République. Mais aujourd'hui, le cabinet du président de la République se substitue carrément au gouvernement. On voit des investisseurs qui vont signer des accords avec la présidence de la République. La présidence de la République n'est pas responsable devant le Parlement. L'exécutif, c'est vrai, est bicaméral, tout simplement parce que, est bicéphale, étant donné que le président de la République préside le Conseil des ministres, mais en fait, c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Je vais vous donner l'exemple. Tout à l'heure, vous avez parlé du domaine de l'environnement, où vous avez 4 services différents qui sont à la présidence. Quel est le rôle maintenant du ministère de l'Environnement? Et vous comprendrez que sur terrain, ça devient un antagonisme entre les services de la présidence et le gouvernement. Nous avons eu, par exemple, dans le cadre de la Covid, le ministre Eteni, il a eu quand même assez de difficultés. À un certain moment, on l'a condamné, mais il y avait une task force au-dessus qui était constituée autour du président de la République. Cette task force a eu à poser des actes. Je donne un exemple. Nous apprendrons, quand nous avons fait nos enquêtes au niveau de la commission chargée de l'évaluation de la Covid-19, que ce n'est même pas la task force qui va commander les tests rapides, mais on se rend compte qu'il y avait même d'autres conseillers qu'on appelait des conseillers Covid au sein de la présidence de la République parce qu'eux pouvaient facilement obtenir des décisions, on pouvait décaisser de l'argent. Ce sont ces conseillers qui ont fait qu'on puisse avoir ici, qu'on puisse commander les 500 000 tests dont on a parlé, les tests rapides, qu'on n'a jamais utilisés, parce qu'on s'est rendu compte que sensibilité faible,
spécificité faible, l'INRB qui est l'organe technique qui assurait la gestion de la Covid n'était même pas informé de la commande et on leur a amené des tests qui en fait ne valaient absolument rien. Tout simplement pourquoi? Parce que ça se passe à un autre niveau. La présidence de la République joue un rôle plus d'exécutif que l'exécutif lui-même. Et les ministres sont devenus pour la plupart l'ombre d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur de tels conseillers de la présidence qui apparaît plus et qui sont dans les médias, qui sont dans... Et pourtant les conseillers, c'est quelqu'un... Moi personnellement, je ne connais même pas le conseiller de Macron, ni les conseillers de président Biden. Combien de conseillers de Joseph Kabila qu'on a décrié ici, parce qu'on a condamné Joseph Kabila sur toute la ligne. Combien de conseillers de Joseph Kabila avez-vous vu sur les médias en train de parler de l'exécutif de la gestion du pays? Combien? Parce que leur rôle, c'est de pouvoir conseiller le président à travers le directeur de cabinet, et le directeur de cabinet transmet au ministre de tutelle avec qui on essaie de voir pour la mise en œuvre de la politique de la nation. Je sors un peu, je vous dis que moi, jusqu'à ce que je devienne une grande, vraiment que j'ai atteint 30-45 ans, je ne connaissais pas le visage de Séti Yalé. Il était vraiment parmi les conseillers du maréchal Mobutu, mais je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu quand je suis devenu, quand j'ai eu 30, c'est là où je cherchais vraiment à voir la tête de Séti Yalé. On entendait parler de Séti Yalé, mais je n'ai jamais vu. Mais aujourd'hui, on connaît, tout le monde connaît les conseillers du président. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est là pour les médias, on n'est pas là pour le travail. C'est ça la vérité. Donc, un autre sujet qui pose aussi problème à l'Assemblée nationale, cette histoire de la construction du village par le Rwanda à 30 millions de dollars. Est-ce que l'Assemblée nationale est-elle au courant de cette initiative de la République rwandaise? Madame, en fait, nous sommes, je l'ai dit, et peut-être qu'on ne me comprend pas, mais je le redis. Vous savez, selon Montesquieu, il y a la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire sont trois pouvoirs distincts. Mais aujourd'hui, nous avons une unicité des pouvoirs. La présidence de la République gère aussi bien le législatif, le judiciaire que l'exécutif. Parce que l'Assemblée nationale, à un certain moment, est devenue comme une sorte de caisse de résonance, finalement, des instructions. D'ailleurs, le président lui-même l'a dit, le président lui-même a dit... ça à l'ancienne Assemblée nationale. Non. Madame Paulette, vous pouvez tout dire, mais revoyez les débats qui se passaient à l'Assemblée nationale du temps de Joseph Kabila Kabange. Regardez ce que, d'ailleurs, l'opposition avait comme tribune d'expression l'Assemblée nationale, parce qu'on leur accordait la parole. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsqu'on était en train de défendre le budget, le président de l'Assemblée a donné la parole à une trentaine de personnes. Sur les 30 personnes à qui il a donné la parole, une seule personne était de l'opposition et toutes les autres personnes étaient de la majorité. En fait, c'était une façon de nous dire, nous n'avons pas besoin de vous, vous pouvez sortir, vous pouvez partir. En fait, si je le dis, c'est parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup, le débat n'existe plus. Et on a même du mal finalement à demander la parole. Même quand on a des choses à dire, on préfère ne pas le faire parce qu'on ne vous donnera même pas la parole. Moi, j'ai pris la parole lors du débat général. J'ai posé la question au Premier ministre sur justement ce problème du village moderne à construire par le Rwanda. J'étais quand même surpris de voir les députés de l'Union sacrée dans la salle commencer à crier que c'est une rumeur, c'est faux. Mais nous avons lu que le Rwanda était en train de donner 30 millions de dollars à la RDC et que les militaires rwandais, les génies militaires rwandais viendraient pour construire ce village moderne à Nyiragongo. Exactement. Nous attendons la réponse du Premier ministre, mais je préfère vous dire qu'après mon intervention, moi j'ai été interpellé ou interviewé par La Voix de l'Amérique et le journaliste de La Voix de l'Amérique m'a confirmé que sur le site de la présidence rwandaise, il est bel et bien écrit que le Rwanda va contribuer avec 30 millions de dollars pour la construction d'un village moderne pour... les réfugiés congolais. Pas les réfugiés, pour les victimes de l'éruption volcanique. La question que j'ai posée au Premier ministre est que, aujourd'hui, que le gouvernement nous dit que les recettes ont été multipliées par autant.
Aujourd'hui que les indicateurs macroéconomiques sont tous au vert. Comment sommes-nous incapables de reloger les victimes de Nyiragongo et que nous allions chercher l'argent au Rwanda? Comment est-ce que nous pouvons dire que les recettes ont multiplié alors que les indicateurs sociaux sont tous au rouge? Comment est-ce qu'on peut dire que les recettes ont été multipliées alors que les prix des denrées de première nécessité ne diminuent pas? Ils ne font qu'augmenter tous les jours et que le panier de la ménagère est tout le temps instabilisé. Nous demandons au Premier ministre et nous espérons que le Premier ministre nous donnera des réponses parce que, je le dis et je le répète, en tant qu'opposition, parce qu'on nous a forcés à être dans une opposition anticonstitutionnelle, nous disons que nous n'accepterons pas que les militaires rwandais foulent le territoire congolais pour venir construire un village moderne. Si on a besoin de construire un village moderne, on a le génie militaire. Vous savez, madame, que le génie militaire congolais est très avancé et très professionnel. Nous n'avons pas besoin d'un militaire rwandais pour construire une case dans un village. Non, vous pouvez empêcher, bon, la question peut paraître terre à terre, mais vous pouvez empêcher un voisin de vous aider s'il a de l'argent, il a de la compassion, il dit bon... Madame, vous avez déjà été Rwanda? C'était un peuple, c'est presque le même peuple qui va à gauche, qui va à droite. Donc, madame, vous avez déjà été Rwanda? Au lieu que les réfugiés aillent là-bas tout le temps, ou les gens qui ont perdu leur bien, leur maison, ben on vous aide. Moi, j'ai fait le Rwanda par route, de Goma à Kigali. Ils ont des belles routes, je l'admets, mais en fait, vous savez que je ne sais même pas si la superficie, parce que au bout de quelques heures, tu parcours le Rwanda de gauche à droite. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait normal qu'ils soient capables de faire. Le budget du Rwanda est soutenu en grande partie par la communauté internationale. J'ai été à Kigali, à part ce Convention Center qui est très beau au centre, mais Kigali, il y a peut-être de nouvelles constructions qui sont en train de monter, mais le peuple rwandais a encore besoin de l'appui du gouvernement rwandais. Alors la question que je me pose, c'est comment? Parce que les Rwandais ont encore besoin de l'appui de leur gouvernement et dépendent de l'extérieur pour leur budget, mais ils vont sortir 30 millions. Ça veut dire que cette aide-là, il y a anguille sous roche. Et n'oubliez pas qu'il y a quelque temps, le président de la République a signé toute une série d'accords avec tous les minerais qui doivent traverser sur le Rwanda, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Félix, en tout cas, nous n'avons pas... jamais lu ce... On nous a jamais amené ça au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là que nous pensons qu'il y a quelque chose qui se cache en bas. Si le Rwanda doit donner 30 millions de dollars, c'est que le Rwanda s'attend à avoir peut-être 3 milliards ou 4 milliards sur le plan des accords qu'ils ont signés. Donc, je ne refuse pas qu'un pays voisin, d'ailleurs je l'ai dit même sur la Voix de l'Amérique, que j'ai salué le fait que le Rwanda ait ouvert ses frontières, parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle, c'est tout à fait normal qu'ils prennent en charge, qu'ils acceptent que les Congolais aillent chez eux, et j'étais même content de voir qu'ils ont été très bien pris en charge, je les remercie pour ça, mais lorsqu'il s'agit de pouvoir construire un village chez nous, si le Rwanda a l'argent qu'il donne au gouvernement central, comme partenaire, parce qu'on ne peut pas refuser, justement c'est la question que vous posez, est-ce que nous pouvons refuser à un pays voisin de pouvoir nous assister? Quand il y a eu les explosions de Congo-Brazzaville, nous avons eu des équipes médicales de la RDC, y compris d'ailleurs le service de santé de l'armée, qui se sont déplacés pour aller aider nos collègues. Donc, ils l'ont fait peut-être au moment de l'éruption volcanique, nous les saluons et nous les remercions pour ça, mais dire que les militaires rwandais peuvent venir pour construire un village moderne à Nyiragongo, nous disons non. Si le gouvernement a demandé ou a sollicité cette aide auprès du gouvernement rwandais, le gouvernement rwandais va remettre cet argent au gouvernement congolais. Il appartient au gouvernement congolais d'aller intervenir sur terrain, surtout lorsqu'on parle de l'armée. Félix Kabange-Numbi, vraiment, on ne comprend pas très bien. Les gens m'ont dit de vous poser cette question. L'IGF nous a dit carrément que les dépassements budgétaires, nous y revenons, à la présidence ne sont pas... ce n'est pas du détournement, au fait. Nous ne sommes pas des spécialistes en finances publiques. Nous ne devons pas dire cela. Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, vous avez dit que la présidence n'est pas contrôlée par l'Assemblée nationale. Maintenant, on se pose la question. Tous ces dépassements-là, ça se justifie pourquoi? Pourquoi il y a chaque fois autant de dépassements à la présidence, surtout à la présidence de la République?
Comment vous comprenez ça? Merci beaucoup, madame. D'abord, Et on nous reproche, on nous dit souvent que sous Kabila, on ne parlait jamais dépassement, personne ne parlait de ça. Sous Kabila, ça passait comme ça. Non, c'est pas on nous vrai. reproche, nous, journalistes, on a toujours parlé de dépassement. Sur les dépassements budgétaires sous Félix Antoine. On a toujours parlé dépassement, même sous Kabila. Et je pense que ça a toujours fait l'objet des débats. Mais si aujourd'hui on en parle largement, parce que ces dépassements ont dépassé toutes les limites imaginables. Toutes les limites imaginables. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui justifient ces dépassements. Un, nous avons les déplacements du président de la République. Vous allez vous rendre compte, d'ailleurs c'est l'ODEP qui nous fait la leçon sur les 117 voyages du chef de l'État. Si en moyenne nous avons 4 jours par voyage, parce qu'il y a certains voyages qui ont fait même plus de 10 jours, les déplacements du président de la République. Donc nous avons plus d'une année et demie où le président de la République n'est pas resté. Et quand le président de la République se déplace, ce sont des millions de dollars qui doivent être dépensés. Si en moyenne vous prenez 3 à 4 millions de dollars pour chaque déplacement, multiplié par le nombre de déplacements, je ne pense pas que le budget ait prévu autant de déplacements du président de la République. Première chose. Deuxième chose, ce sont c'est le fonctionnement même du cabinet du président de la République. On a non seulement multiplié les collèges des conseillers, on a doublé, triplé, quadruplé même le nombre de conseillers par collège. Troisièmement, on a créé des nouveaux services, des services parallèles. Tout ce qui se fait au gouvernement, on crée un service parallèle au niveau de la présidence de la République, si bien que le budget de la présidence de la République devient colossal. Il dépasse et on les crée en cours d'année pendant qu'on a déjà voté le budget, pendant qu'avec les voyages du président, on a déjà consommé le budget qui existe et on exige, même quand on ne paye pas ailleurs, on oblige qu'on paye à date les conseillers de la présidence, les services de la présidence qui sont payés à date, contrairement aux autres fonctionnaires qui triment et sont payés parfois largement en retard. Donc c'est tout ça qui justifie le dépassement et malheureusement l'inspecteur ou l'inspection générale des finances, c'est en fait un service de la présidence de la République. Alors, comment voulez-vous, c'est la présidence qui donne instruction à l'IGF, comment voulez-vous que l'IGF vienne vous dire du négatif sur la présidence de la République? Voilà pourquoi nous avons insisté pour que ce budget qui est en train d'être mis en place, qu'on puisse payer les nouveaux magistrats de la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes qui est habilitée à aller contrôler les institutions. Nous avons besoin que la Cour des comptes, et d'ailleurs la Cour des comptes qui a fait son rapport sur la reddition de comptes, je pense que vous avez vu des dépassements extraordinaires de la présidence de la République dans le rapport de la Cour des comptes, et l'IGF n'en fait pas cas. L'IGF ne dit absolument rien. Donc nous pensons que justement quand nous parlons de la réduction du train de vie des institutions, ça ne passe pas nécessairement par le fait de couper les salaires des gens, mais par la rationalisation des services. Si aujourd'hui le président de la République pouvait comprendre que tout ce qu'il y a de duplicité avec le gouvernement, qu'on enlève ça de la présidence de la République, qu'on revienne à un cabinet classique du président de la République, vous verrez que le budget de la présidence de la République serait réduit. Qu'on suit. Chaque président vient avec son cabinet, vient avec son organigramme ou quoi. Rien n'est tracé sous Kassavougou, sous Mobutu, sous Mzé. Il n'y a pas un organigramme précis des conseillers à la présidence de la République. Bon. Peut-être ça peut, vous qui êtes député, ça peut vous aider ou ça peut aider la population, c'est qu'il n'y ait pas autant un gonflement d'effectifs, que chaque président qui s'élève a besoin de 1000 conseillers. Non, il n'y a pas un organigramme officiel de la présidence. Il n'y a pas un organigramme, mais par exemple pour le gouvernement, il y a le décret du Premier ministre qui fixe l'organisation des cabinets. De la même façon, il y a une ordonnance auprès du président de la République, mais nous avons constaté seulement que, 1. L'ordonnance qui crée justement ces postes, on continue à en créer, on en a multiplié. Et deuxièmement, j'ai oublié, c'est l'équivalence. L'équivalence l'équivalence de grade. Entre les conseillers du président et les ministres. C'est terrible parce qu'aujourd'hui, les présidents des collèges de conseillers ont les grades des ministres. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on a donné des salaires exorbitants à des personnes qui ne sont
là que pour conseiller, assis dans un bureau, pour conseiller le président, mais on lui donne un salaire équivalent à un vice-ministre, à un ministre, à un ministre d'État. Voilà un peu toutes ces équivalences qui ont fait exploser les salaires à la présidence de la République. Si on pouvait rentrer aux normes protocolaires, parce que le protocole d'État avait déjà établi des équivalences de grades. À partir de cela, on pouvait rester sur ce qui était déjà fait, mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont changé les équivalences, et quand on change l'équivalence, on explose les salaires. Mais le peuple qui subit le contre-coup de tout ça, va se plaindre chez qui? Parce que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui contrôle la présidence. Aujourd'hui, qui contrôle la présidence? Parce que c'est un peu comme le cas Matata, quand la Cour constitutionnelle a dit qu'elle est incompétente, elle ne peut pas juger Matata parce qu'il n'est pas Premier ministre en fonction. La population me dit de vous poser, vous êtes des députés, nous vous avons mandaté, donc nous devons vous poser la question. Qui va contrôler la présidence? Dites-nous aujourd'hui, qui contrôle la présidence? La présidence ne peut pas être... La Cour de compte a le droit de contrôler toutes les institutions et d'amener le rapport. Mais dès que cela est fait, lorsque nous nous rendons compte que la présidence est en train d'aller en dehors de tout ce qui est norme, je pense que la population a le droit de le faire par ses protestations à travers les rues. Je pense que c'est un des droits reconnus à la population. La population peut le faire. Aujourd'hui, nous, à travers les forces sociales et politiques, nous sommes dans la rue. Nous sommes dans la rue pour un certain nombre de choses. Non seulement pour cette CENI que nous disons très politisée et qui a été mise en place malheureusement dans l'illégalité la plus totale, sans le respect des lois de la République, mais également pour la paix à l'Est. Parce que nous disons que ça ne peut pas continuer, que nous puissions avoir un état de siège où malheureusement les populations, les massacres et les tueries continuent. Nous parlons de la gratuité. Voyez, Madame Paulette, combien d'enfants aujourd'hui dans les institutions publiques n'étudient pas? Vous savez, c'est beau de parler de la gratuité, mais nous devons voir la qualité de cet enseignement. Nous ne devons pas accepter l'abrutissement de nos enfants à cause d'un slogan. Nous ne pouvons pas accepter la paupérisation des enseignants à cause d'un slogan. Nous sommes dans la rue également pour le RAM, pour dire qu'on supprime totalement le RAM. Donc nous sommes dans la rue pour un certain nombre de problèmes sociaux et nous invitons la population à nous rejoindre parce que c'est le seul monde, la seule occasion qu'on peut donner au peuple pour obliger le gouvernement à faire un pas en arrière et à réorienter ses priorités vers les besoins sociaux de base, vers la sécurité, vers la paix, vers l'éducation, vers le panier de la ménagère qui doit être stabilisé. Félix Kabange-Nombi, quand aujourd'hui cette population ou les partis au pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir vous disent c'est à cause de vous, Kabila a détruit ce pays pendant 18 ans, vous avez bloqué le fonctionnement du pays pendant 2 ans avec le FCC Cash, comment vous vous sentez quand on dit c'est à cause de vous que nous sommes aujourd'hui comme ça? 18 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous nous avez laissé? Et aujourd'hui, vous osez sortir dans la rue et vous osez parler du peuple. Est-ce que vous vous sentez vraiment coupable ou pas? Madame, je vous demanderai de faire balader un micro dans la population. Vous trouverez la réponse. Parce que moi, on me dirait que je suis juge et parti. Mais si vous allez dans la population vous dira clairement que nous préférons 1000 fois Kabila que Tshisekedi. Et d'ailleurs, la population réclame le retour de Kabila. S'il était présenté comme diable hier, comme un démon hier, alors Tshisekedi devient le diable aujourd'hui. Madame, vous savez, il y a des choses, j'ai même rigolé quand je prenais la parole à l'Assemblée, il y a des députés qui criaient 18 ans, 18 ans, 18 ans. Il y a des députés qui sont passés qui ont dit, c'est pour la première fois qu'on a un budget de 10 milliards de dollars. Mais ils oublient que quand Kabila prend le pouvoir en 2001, le budget était de 200 millions. 200 millions de dollars. Et il y avait la guerre partout. En fait, première chose, quand vous me posez la question, qu'est-ce que Kabila a laissé? Il a laissé une République démocratique du Congo. Parce que quand il a pris le pouvoir, le pays était divisé en 4. Et il a dû même sacrifier son propre pouvoir pour le partager avec les autres. Il a ramené le pays à l'unité nationale. Je ne sais pas si on peut comprendre ce que ça veut dire. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi parle de... Il est président de la République démocratique du Congo parce qu'il y a eu un Kabila qui a refusé que ce pays soit morcelé. Madame, on a fait énormément. Aujourd'hui,
pour la première fois, c'est sous Kabila que le pays a eu une croissance positive maintenue. Si aujourd'hui, vous voyez les institutions de Bretton Woods revenir, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est parce que nous avons maintenu les paramètres, les cadres macroéconomiques à un niveau acceptable. Mais n'oubliez pas que Kabila, durant tout son mandat, il a eu la guerre. Il a eu la guerre. Et vous savez très bien que lorsqu'on fait la guerre, on est obligé de consacrer une plus grande partie du budget à ça. Mais cela ne l'a pas empêché d'amener la démocratie, cela ne l'a pas empêché de construire, cela ne l'a pas empêché de gagner. Parce que n'oubliez pas, les forces armées de la République démocratique du Congo, quand Kabila part, étaient classées en 8e position. Mais 2 ans après à peine, nous sommes à la 15e position des nations africaines pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a une chose que j'aimerais rappeler. Madame, à une certaine époque, on nous a traités des médiocres. Vous savez, après le médiocre en conduite, c'est mauvais. Hein? Si nous étions médiocres, aujourd'hui, la situation est pire que hier. Alors, ce langage qui tente à dire que parce que Kabila a détruit, parce que Kabila... Vous savez, quand on vient diriger un pays, c'est qu'on connaît la situation du pays. M. Félix Tshisekedi, au moment où il décide d'être candidat président de la République, il a dit au peuple que lui va changer. Parce qu'il savait, selon lui, nous avions détruit. Donc il savait qu'il venait pour reconstruire ce que nous avons détruit. Dites-moi qu'est-ce qui a été reconstruit. On nous dit que nous avons passé une année dans la coalition FCC-Cash et nous avons été utilisés comme bouc émissaire. C'est nous qui bloquions, c'est nous qui faisions ceci. Et depuis novembre de l'année passée, nous nous sommes retirés. Quelle est la situation de la gouvernance aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Nous avions trouvé le programme de 100 jours avec 400 millions de dollars qui ont été dépensés. Jusqu'aujourd'hui, le pauvre Vital Kamerhe en a payé le prix seul. Et vous pensez que c'est Vital Kamerhe qui a pris cet argent? Et qu'en est-il des 300 autres millions de dollars? Aucun procès n'a commencé parce que on n'a pas besoin de savoir où est parti cet argent. On a mis avec le programme, on a mis le programme Tilejelo. Je ne sais pas quels sont les résultats de ce programme Tilejelo. Aujourd'hui, on a lancé 40 millions de dollars avec le programme Zéro Trou à Kinshasa. Je ne sais pas quelle est l'évolution. Finalement, madame, on nous a construit des seaux de moutons sur des chaussées que Kabila a construites. Comment est-ce qu'on ne reconnaît pas celui qui a construit la chaussée, les chaussées, qui a mis autant de bandes sur les chaussées, qui a macadamisé la ville de Kinshasa, mais on va reconnaître les seaux de moutons et j'aimerais vous dire que la plupart de ces seaux de moutons ont été construits malheureusement sans aucune étude de faisabilité. N'oubliez pas que lorsque vous voyez 24, lorsque vous voyez Sosimat, il y a des problèmes très sérieux que l'Office de route, l'Office des grands travaux ont eu à gérer à cause des rivières souterraines, à cause des problèmes que nous avons du sol qui n'est pas très stable. On vient mettre même des infrastructures très lourdes sans étude de faisabilité. Tout cela peut avoir des conséquences plus tard, et sur la chaussée, et sur la population. Donc, j'aimerais dire à nos amis qui, au lieu de s'expliquer de leur gestion, au lieu de parler de la redevabilité, se réfère à Kabila. Kabila se repose pour le moment. Alors, si vous avez accepté de gérer la RDC, c'est parce que vous vouliez changer les choses. C'est pourquoi je dis aux Congolais, vous avez voulu le changement. Est-ce ça le changement que vous vouliez? Nous allons parler maintenant de la réorganisation des regroupements de la majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui avec la Mouka? Vous faites un bloc patriotique aujourd'hui et les gens disent que ce n'est pas possible, que c'est encore... c'est la troisième grossesse, comme le disent aujourd'hui la population. Est-ce que ça va apporter quelque chose de bon, ce bloc patriotique? Madame, je voudrais d'abord signaler une chose, que nous sommes ensemble avec la Mouka au sein des forces sociales et politiques. Vous n'êtes pas une plateforme, vous n'êtes pas ensemble pour les élections ou quoi? Non, avec l'Église catholique et l'Église protestante. Mais comme je ne cesse de le redire, nous sommes en politique. Hier, personne ne pouvait imaginer que le FCC pouvait être assis
autour d'une même table avec la Mouka. Tout comme, n'oubliez pas, que personne ne pouvait imaginer que l'UDPS, qui a tant injurié Kabila, l'UDPS, qui a tant critiqué et fait des choses impossibles face au pouvoir de Joseph Kabila Kabange, pouvait accepter d'être autour d'une même table dans une coalition. Si nos amis de l'UDPS hier sont partis à leur base et leur dire que en fait, on ne connaissait pas très bien Kabila. Le Kabila dont on nous parlait, ce n'est pas le Kabila avec qui on est en train de gérer le pays, parce qu'ils l'ont dit. Alors pourquoi refuserez-vous qu'aujourd'hui, parce que autour de l'Église catholique et de l'Église protestante, toutes les forces, aussi bien sociales que politiques, qui partagent la même vision, que le pouvoir en place a échoué, que le pouvoir en place ne s'occupe pas du social de la population. Le pouvoir en place est en train d'établir une dictature pire que la dictature de Mobutu. On vous a laissé marcher, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de tracasserie. Madame, Sous Kabila, c'était pas comme ça. Sous Kabila, c'était des gaz, c'était des tueries, c'était des morts en cascade, comme Rossi Chimanga, comme Thérèse Kapangala, comme les autres, aujourd'hui reconnus comme des héros en guillemets. Mais aujourd'hui, vous êtes à l'aise. Aujourd'hui, vous mangez. Il y a même un sit-in prévu ce mercredi devant la CENI. Donc aujourd'hui, vous êtes libre. Madame, est-ce que vous vous rappelez que sous Kabila, le rassemblement avec Étienne Tshisekedi a été autorisé, a fait des meetings. Ils ont fait des meetings devant le palais devant le stade des Martyrs. Je pense que vous vous souvenez quand même que ça existait. Si la marche a réussi, c'est d'abord parce qu'il y a eu des forces républicaines qui ont marché. Madame, nous avons marché, le commerce était ouvert. Nous avons marché, les mamans qui vendent le long des avenues, malgré qu'il y avait une multitude de gens sur l'avenue, les mamans ont vendu. Parce que nous savions éduquer nos militants, notre population. Madame, il y a quelque temps, l'UDPS et d'autres forces marchaient. Avant de marcher, on prenait des badauds, on prenait des chégués, on prenait des koulouna, à qui on donnait des boissons illégales. Je pense que vous avez suivi, il y a eu beaucoup de commentaires même sous le pouvoir de ces jeunes-là qui ont dit comment on les droguait avant de faire les marches, mais aujourd'hui on ne leur donne pas de l'emploi. Ces jeunes-là, chaque fois qu'il y avait marche, ils avaient comme vocation d'aller casser. Voilà pourquoi la police se devait de réagir, parce que la police doit protéger les biens et les personnes. Mais lorsque vous avez des forces républicaines comme les nôtres, la coalition des forces sociales et politiques, nous avons marché paisiblement. Nous n'avons donné aucun travail à la police. La police, son travail était juste de se mettre le long des avenues et de pouvoir nous voir, nous voir marcher en respectant l'itinéraire qui a été donné. Donc il faut faire très attention. Le mérite n'est pas auprès du pouvoir qui a autorisé. Le mérite est auprès des forces sociales et politiques qui ont éduqué la population et qui savaient pourquoi on était en train de marcher. La marche était totalement pacifique, tel que c'est rare de le voir dans ce pays. Nous allons terminer par les propos du chef de l'État qui condamnait le tribalisme. Vous êtes député national. Ces derniers temps, le tribalisme a refait surface. Des propos violents sont distillés dans les réseaux sociaux. Vous, nos mandataires, vous qui nous représentez, est-ce que vous ne prévoyez rien par rapport à cette résurgence des violences verbales, des attaques même personnelles, des insultes? Il n'y a rien qui est prévu pour sanctionner cela, parce que le chef de l'État a dit qu'il faut qu'on sanctionne des propos haineux, des propos qui font l'apologie du tribalisme. Merci beaucoup, madame. Mais je pense que le pouvoir en place devrait prêcher par l'exemple. S'il y a des violences, ces violences verbales viennent en priorité de ceux qui sont au pouvoir, particulièrement de nos amis de l'UDPS. Voyez ce que font les combattants debout et les autres franges. Si vous suivez toutes les vidéos, nous avons déjà amassé toutes ces vidéos. Le moment opportun, nous les sortirons. Les paroles qui sont distillées par nos frères sont très graves. Je suis contre le tribalisme. Je suis contre le tribalisme. Mais il faudrait faire très attention. Aujourd'hui, malheureusement, le fait de décrier un certain nombre de choses, lorsque les nominations se font au profit d'une seule tribu, ne signifie pas qu'on est en train de faire l'apologie du tribalisme. On vous dira, sous Kabila, c'était aussi
les Swahiliphones qui étaient au top. Les Swahiliphones, ce n'est pas une tribu, madame. Au fait, le Grand Katanga, disons ça comme ça. Non, c'est pas vrai. C'était le Grand Katanga qui s'était retrouvé sous Kabila. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je n'aimerais pas entrer sur cette voie-là, mais je vous demanderai tout simplement d'aller voir un certain nombre de choses. Lorsque vous voyez au niveau de la Cour constitutionnelle, comparer la Cour constitutionnelle par rapport à la représentativité nationale de toutes les 11 provinces qui existaient en ce moment-là, parce que nous avons 10 places au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire vous avez d'une part les 9 juges et d'autre part le procureur général près la Cour constitutionnelle, ça fait 10 personnes. Voyez les personnes qui animent cette Cour par rapport à la configuration géographique. Regardez la composition de la CENI, aussi bien au bureau que les membres de la plénière. Vérifiez. En fait, c'est ça qui fait que la population commence à parler. Je pense que le président de la République, moi le conseil que je lui donnerais, c'est de donner lui-même l'exemple. L'exemple en tant que nationaliste. De sorte que toutes les grandes décisions qui doivent être prises dans ce pays tiennent compte de la représentativité nationale. Mais lorsque cette représentativité nationale n'est pas respectée et que la population se sent frustrée, lorsque vous allez au niveau du Congo central, vous enlevez les animateurs de la DGI, de ceci, et vous les remplacez tous par les ressortissants d'une même province, vous allez susciter de la haine inutile au sein de la population. Mais je pense que nous devons tous lutter contre le tribalisme et je serai le premier à pouvoir soutenir la loi contre le tribalisme qui a été proposée par un des collègues. Je pense qu'elle sera discutée à un moment. Nous allons la soutenir. Mais soutenir la loi, c'est une chose. Dans RDC, nous sommes un pays où il existe énormément de lois, mais nous péchons par la non-exécution des lois. Le pouvoir en place doit oublier de se focaliser sur une seule aire géographique, mais de pouvoir tenir en compte que nous sommes, c'est un pouvoir national. Étant un pouvoir national, nous leur demandons de tenir compte de toute la nation et de toutes les tribus. Question boutade. Vous avez eu votre palissade? La palissade a été donnée à l'ensemble des députés, à part quelques députés comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la palissade m'aidera tout simplement à faire une œuvre sociale dans ma circonscription. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que je préfère de dire très clairement, si la palissade m'a été donnée, je ne pense pas que je la mérite. Donc, si il y a quelque chose à faire, c'est plutôt dans ma circonscription que je vais faire avec le résultat de cette palissade au lieu de circuler dedans. L'émission est tellement intéressante. Permettez-moi d'accorder une minute, c'est une question de curiosité. Une internaute m'a dit de vous poser, et moi j'ai même oui dire cette information-là. Est-ce que Kabila va revenir en 2023? Parce que ça commence à ressortir. Vous êtes proche de l'ancien chef de l'État. Et ça commence déjà à ressortir qu'il est le prochain candidat pour les élections de 2023. Pouvez-vous nous confirmer, nous infirmer cette information? J'aimerais dire une chose très importante. Kabila est l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Malgré son silence, il est le seul maître à bord pour le FCC, s'agissant de 2023. Pour le moment, le FCC se prépare pour la structuration et après la structuration, nous allons lancer une série d'activités que nous sommes en train de mener déjà en sourdine au sein des circonscriptions électorales. Il y a toute une série de stratégies qui sont mises en œuvre pour que le FCC puisse reprendre sa place sur l'échiquier politique et pourquoi pas reconquérir le pouvoir en 2023. Est-ce que Kabila sera candidat? Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Cette question n'est pas discutée. Des réponses très diplomatiques. Nous pensons que cette question n'est pas importante en ce moment. Mais il y a une chose plutôt que j'ai constatée, c'est que la population veut que Kabila revienne. Ça, nous allons lui transmettre. Parce que même quand nous avons marché, on nous a présenté un pain. Et on a dit au SP Chadari, Lipa et Kondi, voici comment le pain a maigri. Où est Kabila? Dites-lui de revenir. C'est un message que nous percevons dans le chef de la population, mais au sein du FCC, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Merci en tout cas Félix Kabange-Numbi d'être passé chez nous. Nous avons vraiment eu ses positions par rapport à toutes les questions de l'heure.
Merci à vous pour votre fidélité à la Lyon Télévision officielle et à nos chaînes partenaires. Merci à toute l'équipe technique qui m'a soutenu. J'espère que vous n'allez pas nous oublier parce que nous entrons, je crois, de plein pied déjà dans la campagne. Nous y sommes d'ailleurs, qu'on ne se voile pas la face, nous sommes déjà en pleine campagne, en pleine pré-campagne parce que tout le monde est focalisé sur 2023. Il y en a qui veulent avoir la majorité à l'Assemblée nationale et se battre pour ça. Les autres veulent reconquérir le pouvoir. Et bien, les partis politiques, c'est leur rôle, reconquérir le pouvoir. Mais le dernier mot, c'est au peuple congolais. Et moi, je vous dis, votez utile cette fois-ci, pas trop de sentiments. Votez utile parce que le pays est à nous, le pouvoir est entre nos mains. Votez utile pour que nous n'allons pas regretter après en 2023. Merci à vous, merci à votre fidélité et nous allons nous retrouver très bientôt.